Donnez vie à votre manuscrit chez Afredi. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans cette autre édition de Vox Books. L'ouvrage que nous parcourons cette semaine est une mise à nu des torts et tares de la société dénoncée ici dans le seul objectif de changer. Il transcende la pratique stricte de la corruption pour en faire un mode de vie où le commis de l'État perd toute personnalité. L'ascension fulgurante du héros ainsi que sa chute brutale qui l'enfonce dans la gadoue et la déchéance ne l'empêche pas de se convertir à la vertu, à l'éthique, mais aussi à la morale. Au moment où les administrations africaines plombent la marche vers le progrès à cause du nombrilisme, où seul le gombo, entendez ici le gain personnel, sous-tend l'action, cette œuvre suggère bien un référentiel pour ceux-là qui penseraient qu'il n'existe plus de modèle dont on peut s'inspirer. Son auteur, Ferdinand Ndinda, expert technique agréé et assermenté en technologie de l'information et de la communication, mais également très inséré dans la vie politique puisqu'il il devient en 2013 un sénateur suppléant dans la toute première législature du Sénat camerounais. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Ferdinand Ndinda, bonsoir et merci d'être venu sur le plateau de Vox Books. Bonsoir et merci à Vox Books de m'avoir invité pour... Ce n'est pas d'ailleurs la première fois. Non, je pense d'ailleurs que c'est la troisième fois, exactement. Vous êtes venu avec vos deux premiers ouvrages. Alors, mes deux premiers ouvrages, il s'agissait de Deux caïmans dans un marigot. Ouais. Ensuite, Le sorcier blanc et l'usine maudite. Et aujourd'hui, on est là avec... La couleur du gombo. La couleur du gombo, un ouvrage de 340 pages que vous avez publié, je crois, au mois de juillet dernier, aux éditions Afredit. Avant d'aborder ce roman, je vous propose de découvrir avec nous, avec nos téléspectateurs, quelques livres disponibles en librairie. On se retrouve derrière. La République se délite, la justice se défait dans un processus implacable de règlement de comptes dont sont victimes plusieurs personnalités politiques accusées de détournement de deniers publics bien souvent imaginaires. Dans ce jeu de massacre, qui a pour nom de code l'opération Épervier, se déploie une justice aux ordres devenue simple alibi au service d'une épuration politique insidieuse et placée à dessein sous le régime d'exception dont le fonctionnement ignore le droit universel au procès équitable et à la saine application de la loi. Mensonge d'État, désert de République au Cameroun, un témoignage d'Urbain Olanguena Awono, disponible aux éditions du Chabel. Il fallait le jeu croisé de plusieurs éclairages pour montrer l'ampleur du drame du continent qui essaie de faire sa mue politique sur un socle économique qui se dérobe. Le salut de l'Afrique ne viendra de nulle part ailleurs que d'elle-même. Dans l'amorcellement des faits et des chiffres qui l'accablent, il y a de la place pour le travail, seul miracle de développement et unique moteur de progrès des sociétés humaines à travers l'histoire. L'Afrique dans un monde en mutation. Dynamiques internes, marginalisations internationales, sous la direction du professeur Maurice Kamto, disponible chez Afredit, Africaine d'édition. Alors, Ferdinand Ndinda, nous y sommes. La couleur du gombo. Du coup, parce que quand je lisais l'ouvrage, je lisais avec certains amis qui demandaient du coup, avec le titre, de quoi est-ce qu'il s'agit, la couleur du gombo. Certainement, des gens ont des appréhensions, mais peut-être ce serait mieux que vous nous plantiez le décor. Non, la couleur du gombo, c'est un roman, c'est une fiction qui part donc pour raconter une histoire d'un jeune compétent, un jeune premier dans l'histoire, qui fait l'objet d'une très grande, brillante promotion et qui va donc voir défiler dans sa vie les hauts et les bas d'une carrière administrative de haut niveau en Afrique d'une manière générale. Alors pourquoi la couleur du gombo? C'est parce que dans le jargon camerounais, le mot gombo remplace en réalité ce qu'on peut appeler aujourd'hui le gain, la prime. Ce n'est pas simplement la corruption en tant que telle. Le gombo, on l'utilise aussi pour les footballeurs lorsqu'ils vont jouer. La prime, on l'appelle le gombo. Alors, la couleur du gombo, c'est que nous sommes passés dans une phase où, actuellement, on a l'impression qu'au Cameroun,
on ne travaille plus que pour le gombo, c'est-à-dire le gain personnel. C'est un peu comme si on disait aujourd'hui, tous les Camerounais sont devenus des chasseurs de primes. Ouais. C'est lorsqu'il y a une prime en jeu, lorsque quelqu'un sent qu'il peut gagner quelque chose, qu'il s'investit dans ce qu'il a à faire. Maintenant, l'intérêt général, le travail général à faire vient en deuxième lieu. Et le revers de tout ça, c'est que on arrive donc dans des situations où ceux-là qui ont la responsabilité, soit de gérer les affaires publiques, soit même les affaires privées, créent donc des situations de gombo, c'est-à-dire ils vous obligent à devoir passer à la caisse, c'est-à-dire à leur passer quelque chose sous la table pour qu'ils puissent faire ce pourquoi ils sont normalement payés. En tout cas, ce n'était pas la mission première du héros de votre ouvrage que vous appelez Martin Edjouma. Non, pas du tout. Vous précisez bien. Qui est nommé à 35 ans, on va le dire. Ce n'est pas donné en Afrique d'être nommé dans une structure parapublique comme directeur général. Tout à fait. Qu'est-ce qui a réellement changé à ce moment dans la vie du héros lorsqu'il apprend qu'il a été nommé? Et au moment de sa prise de ce qui change, là, on est vraiment dans un processus normal. C'est que dans une carrière normale de tout jeune, vous êtes jeune journaliste aujourd'hui, si vous apprenez que vous êtes maintenant nommé directeur de publication ou que vous passez directeur de l'information, vous êtes heureux. Vous vous dites, ça, c'est l'apogée d'une carrière, c'est la consécration de ma compétence. Donc, à ce niveau-là, c'est normal. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que le prestige et en dessous des enjeux de ce poste. Ce poste a des enjeux tels que, comme il est dit lui-même, nommé à 17h, mais à minuit, quand il dort déjà, il est déjà millionnaire. Parce qu'il y a des cadeaux qui viennent par-ci, par-là. Il ne se rend même pas compte qu'il fait déjà l'objet de tant de convoitises, aussi bien au niveau politique, au niveau social. Donc, lui-même, il découvre que le poste n'est pas seulement un poste où on doit remplir son devoir, on doit travailler. Il n'est pas simplement question de ses compétences, mais il devient l'objet des enjeux de tous les côtés et de tous les goûts. Parmi ces enjeux, justement, il y avait l'enjeu de pouvoir doter son village, ou du moins développer son village. Parce Tout à fait. On va le dire, à son chevet et à son bureau, il commençait à recevoir une bagatelle de personnes. Et il fallait donc trouver un moyen pour limiter le nombre de personnes qui devaient venir vers lui. Exactement, pour se unir aux besoins donc, de la famille. Parce que là-dedans, j'essaie de démontrer le processus normal de tout jeune Africain aujourd'hui qui trouve du travail. Il n'y a pas seulement que le poste d'éditeur général. Lorsque vous trouvez du travail dans une famille, vous faites l'objet d'un certain nombre d'attentes. Vos cousins se disent que tiens, mon COPS est devenu ceci, je vais pouvoir avoir mon argent assuré. Il y a d'attentes qui disent bon, les petits frères veulent aller à l'école. En fait, lorsque Edjouma est submergé, il pense, et avec beaucoup d'honnêteté, de doter son village d'une structure qui pourrait créer des emplois, qui pourrait permettre de créer de la richesse, de développer le village, pour que ceux du village qui ont besoin de l'aide ne viennent plus directement s'acharner sur ces pauvres revenus. Donc l'idée, elle est magnifique, c'est de dire, il veut créer une agro-industrie dans son village afin de donner du travail à ses petits frères, à ses cousins, à ses neveux. C'est chose qui a d'ailleurs été faite. Tout à fait. Sauf qu'au moment de lancer sa firme, il fait la rencontre d'une très jeune femme. Bon, c'est pas tellement lui qui fait la rencontre, c'est son épouse qui rencontre la jeune demoiselle qui était, on va dire quoi, responsable d'une troupe de ballet et qui décide d'introduire la jeune fille dans son domicile. Mais malheureusement, peut-être. Oui, là, bon, effectivement, voilà, c'est le côté romanesque de mon roman. Parce que beaucoup de personnes, quand ils lisent Ndinda Ndinda, ils voient simplement l'homme politique, vous voyez la lutte contre la corruption, mais c'est un roman. Et le roman, c'est une histoire. Il y a une très belle histoire d'amour derrière. Donc, ce monsieur, qui est donc un mari attentionné, père de 3 enfants, tombe amoureux de cette belle inconnue, qui est d'ailleurs mystérieuse parce qu'elle vit dans un village, mais sa beauté détonne. Il ne comprend pas lui-même et ses amis qu'est-ce que cette fille fait là, en pleine bourse. Lui, il est venu pour créer son chant, et il tombe sur elle. Et puis, le coup de foudre est réciproque, la dame aussi. Et par la force des choses, il vit pratiquement maintenant on peut appeler ça en polygamie. Il a un foyer en ville, son épouse, et il y a cette fille au village. Et il mène donc ces 2 vies parallèles qui, au début, ne semblent pas ne pas lui porter du bonheur. Voilà. Il est heureux, il arrive à trouver une compensation des 2 côtés. Et c'est vraiment l'histoire d'amour où on peut se poser donc beaucoup de questions sur la fidélité, sur la polygamie, sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Nous, qui sommes africains, avec des régimes matrimoniaux qui sont la polygamie,
qu'est-ce qu'on devrait faire quand on tombe sur une belle inconnue? On la prend comme deuxième épouse ou alors on se met à l'occidental et on divorce la première pour la prendre? Parce que tous ces questionnements arrivent à ce niveau du roman. C'est le côté romanesque de mon roman, si on peut dire ça comme ça. Alors, pour revenir justement sur l'histoire qu'on racontait, pour ne pas sortir un peu, on a face à l'incompétence des villageois, de ceux-là qu'il a recrutés pour travailler dans sa firme. Il se retrouve obligé de faire recours à l'expertise étrangère ou à la main-d'œuvre étrangère, ce qui va un peu révolter les autochtones du village et qui vont décider de se mettre en conflit. Ça va créer la guerre tribale et d'autres malheurs, naturellement, qui vont s'enchaîner, notamment sa liaison avec la jeune fille qui sera mise à nu, notamment, on va dire quoi, son épouse qui est obligée de s'exiler, et puis la rupture avec son cousin Mokulu. Petit à petit, on va dire, c'est la descente aux enfers pour un... Oui, mais la descente aux enfers arrive après quand même une bonne montée vers le paradis. Alors, l'histoire de la main-d'œuvre, on l'appelle étrangère par rapport au village, hein, mais c'est les concitoyens des mêmes pays. Donc, on pourrait parler à ce moment-là des problèmes d'autochtones et d'allogènes. En fait, je vous ai bien dit, ce livre, je l'ai écrit en essayant de faire traverser dans l'histoire de mon héros tous les problèmes sociaux qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans nos carrières. Il est bien souvent arrivé que des Camerounais qui ont envie d'investir dans leur village, dans leur pays, sont confrontés à ce problème où les frères du village ont du mal à devenir après des employés dans leur village. C'est un concept qui est très difficile chez nous, où parce qu'on est cousin, parce qu'on est frère, on pense donc qu'on doit être du même niveau. Et du coup, lorsque vous voulez mettre les autres au travail en leur disant, bon, maintenant, vous allez travailler comme employé, ça ne marche pas. On est donc obligé d'aller chercher parfois les tribus d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vice-versa. Parfois aussi ailleurs, vous trouvez les ressortissants de nos villages, nous qui sommes de la forêt, qui vont travailler là-bas comme manœuvre. Si vous partez dans les zones du sud-ouest, si vous partez dans les zones, par exemple, la Damaoua, vous trouverez les gens du sud qui travaillent, mais au sud, on va plutôt prendre les gens du nord-ouest, du sud-ouest. Et ça fait partie d'un mélange, d'un passage qui est positif, c'est-à-dire qu'à la rigueur, si on réussit à porter, si on arrive à s'entendre et à rester cohérent, on va faire ce que nous appelons donc l'intégration. C'est cette intégration que nous voulons tous les vœux. Mais malheureusement, il y a toujours donc les problèmes qui peuvent arriver. C'est lesquels? C'est que dans un village comme celui-là, dans l'histoire que je raconte, vous avez donc les villageois qui, eux, n'arrivent pas à supporter le rythme du travail. Et à la fin, ne travaillent plus dans l'exploitation. Mais les allogènes, eux, ils arrivent et ils travaillent. Alors les allogènes, ils ont un salaire tous les fins du mois, ils ont des revenus sûrs, ils ont un campement qui a des équipements modernes, un groupe électrique, ils ont de l'eau. Et maintenant, ils ont un train de vie qui est supérieur à celui des villageois. C'est ça qui crée donc le clash. Parce que les villageois commencent à dire, mais attendez, comment est-ce que des allogènes arrivent et ils ont un train de vie supérieur au nôtre? Et, cerise sur le gâteau pour les allogènes, comme ils ont le pouvoir d'achat, c'est eux qui ont toutes les petites, ils ont toute la gente féminine. Vous savez, c'est là donc où les conflits commencent donc à éclater. Et une chose qui est assez formidable dans le livre, c'est que cette jeune femme qui est une concubine, qui aurait dû être une maîtresse comme on en connaît, fait preuve de beaucoup de qualité de fédératrice, parce qu'elle a la chance d'être bilingue, elle parle les langues des allogènes et des autochtones. Elle essaie donc de faire la liaison pour dire que la concubine n'est pas, ou la maîtresse n'est pas toujours le malheur de celui qui l'a, et pour être une source de résolution de certains problèmes. Bon, ce n'est pas pour encourager, mais c'est l'histoire du roman, c'est une fiction. En tout cas, on va marquer une petite pause, on va prendre le clin d'œil de la semaine. On se retrouve derrière. La librairie de la FNAC de Douala a abrité ce 27 octobre 2017 la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Les 100 questions que se posent les adolescents », rédigé par l'ingénieur en sécurité, prévention et sondage Symphorien Téné et publié aux éditions Proximité. C'est comme ça une réponse au questionnement que se posent les adolescents à cette période si délicate de leur évolution. Nous voulons comme ça apporter des réponses à cette foultitude de questionnements qui fourmillent dans la tête de nos jeunes et qui n'arrivent pas à avoir des réponses à ces questions fondamentales pour leur évolution. 100 questions fondamentales que se posent les jeunes en cette période si délicate de leur évolution, des questions réunies en 10 thématiques bien définies avec des réponses simples et illustrées permettant à l'adolescent de s'accepter soi-même avec ses qualités et ses défauts. Si nous sommes engagés, c'est pour le développement du Cameroun en particulier, de l'Afrique en général.
Nous sommes maintenant en train de peaufiner le prochain bébé qui arrive dans quelques mois. Vous aurez la primeur de l'information. Le titre, ça va être Afrique éveil. Cet ouvrage de près de 70 pages, le deuxième d'une collection intitulée Citoyenneté responsable, est un guide qui permet aux jeunes de 12 à 17 ans de favoriser leur épanouissement et d'aborder avec aisance leur vie de futurs adultes. De quoi susciter l'intérêt des éditions Proximité, désormais engagées à mettre le livre à proximité des jeunes. La maison Proximité, dans son envie justement de greffer, de s'adosser derrière ces élans écrivains, a trouvé bon d'accompagner cet auteur pour un Cameroun émergent qui ne se fera guère sans une émergence des mentalités. Et c'est sur cette piste que chevauche Symphorien Téné. Les 100 questions que se posent les adolescents, rédigé par Symphorien Téné, plus qu'un livret de poche, un ouvrage de référence à garder absolument à portée de main. Merci une fois de plus d'être avec nous, madame, monsieur. Je rappelle que nous recevons Ferdinand Dinda. Il est expert technique agréé assermenté en technologie de l'information et de la communication. Il est sénateur suppléant dans la toute première législature du Sénat camerounais. Il est surtout, pour cette émission, l'auteur de La couleur du gombo, un ouvrage de 340 pages publié au mois de juillet aux éditions Afrédite. Alors, Ferdinand Dinda, que devient-il Martin Edjouma après l'exil de son épouse? Est-ce qu'il continue avec Bella ou alors c'est la rupture totale? Non, il y a une évolution que je voulais naturelle, parce que ce n'est pas parce que c'est un roman qu'on va sortir du contexte naturel. Il est plutôt donc l'objet d'abord d'une cabale, qui est une espèce de cabale politico-professionnelle. Parce que ce monsieur est quand même un ingénieur et assez génial. Ouais. Il a des idées. Il veut transformer son domaine professionnel. Ouais. Il a créé un projet génial qu'il présente même jusqu'à la présidence de la République. Et il est porteur donc de beaucoup d'espoir pour transformer. Malheureusement, ça lui crée des ennemis. Et ces ennemis-là vont commencer donc à lui mettre des pots de banane voilà, sous les pieds, des bâtons dans les rues. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a une espèce de complot qui est mis en place contre lui pour étayer son ascension. Parce que justement, sa hiérarchie pense qu'il est sur une bonne pente ascendante pour un jour devenir plus que directeur général, peut-être ministre. Et en fait, c'est comme ça qu'un concours de circonstances l'amène justement à avoir des problèmes aussi bien professionnels, parce qu'on l'accuse d'être à l'origine d'un détournement des deniers publics dans un projet important d'un barrage. On l'accuse parce qu'il est en même temps PCA d'une grande institution universitaire qui forme donc des ingénieurs. On l'accuse d'être à la source des manipulations dans les résultats du concours d'entrée à l'Institut. Et petit à petit, donc, il y a la dégradation qui arrive aussi avec donc la maladie de son épouse qui fait un accident assez brutal et qui est obligé d'aller en évacuation sanitaire. Donc, il ne va pas rester tout seul. Il y a maintenant donc la maîtresse qui arrive. Qui s'érige en propriétaire de la maison. Voilà, je veux dire que l'absence de la titulaire laisse la place à l'autre. Malheureusement, ces événements qui dégradent la vie au quotidien amène des tensions aussi entre la maîtresse et lui. Donc vous voyez, c'est ce que j'appelle souvent la spirale. Et il y a des moments dans la vie où vous êtes dans la spirale positive, et tout ce que vous faites, vous grimpez, ça grimpe avec. Mais il y a un moment, la vie se renverse, et puis la spirale maintenant, elle est négative. Et c'est la descente aux enfers, d'ailleurs, c'est le titre d'un chapitre. Donc à un moment, il connaît la descente aux enfers. Alors, à ce moment, je veux dire quoi? Pour résoudre ces nombreux problèmes, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il est devenu corrompu. Du coup, il est dans tous les scandales. Et à ce moment, il est chargé, on va dire comme ça, par la presse, qui le traite de tout. Et on va dire que c'est la presse qui le cloue concrètement. Alors oui, quand je parle de la presse, il y a ce que j'appelle donc la guerre des médias. C'est une pratique qu'on connaît en Afrique, c'est-à-dire dans le début du complot, on charge une certaine presse
justement de le charger. Et lui aussi se défend toujours par la presse. C'est-à-dire que nous sommes là dans des choses qui sont devenues habituelles, coutumières chez nous, où la presse n'est plus totalement indépendante et totalement objective. Elle est une presse qui marche maintenant sur commande. Donc vous commandez un article pour discréditer quelqu'un, et lui aussi, à son tour, il peut commander un contre-article pour se blanchir. Il y a d'un côté donc, ce qu'on appelle justement le gombo, parce que le mot gombo, au Cameroun, il est de source journalistique. C'est les journalistes qui créent ce mot gombo. Avant, on disait... C'était les pères diem qui sont devenus aujourd'hui les gombos. Voilà, ça pouvait être les pères diem. Avant, on disait qu'il va lui faire un pourboire, mais ce mot gombo, il est journalistique. Et lorsqu'on en arrive à ce niveau-là, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'événements qui amènent donc les uns et les autres à se rapprocher de la presse. Et effectivement, la presse joue donc cette sale besogne, c'est-à-dire de charger des personnalités sur la commande d'autres personnalités. Et lui aussi, il réagit exactement de la même façon. Et on a donc cette guerre des médias qui arrive dans l'œuvre à la fin. Pour sortir, ça c'est ma dernière question, qu'est-ce qu'on retient finalement de l'ouvrage? Est-ce qu'on va se dire que la corruption serait décidément le caillou inévitable dans les bottes de ceux-là qui ont la charge de gérer les affaires de nos États en Afrique? Alors, si vous prenez le mot corruption dans le sens simplement de distraire des biens, bon, je parle du gombo en général. Voilà, mais la corruption qui est morale, qui est mentale, elle est devenue pratiquement endémique chez nous. Pourquoi? Parce que il y a la société qui vous amène dedans. Il y a aujourd'hui les profils de carrière. Sommes-nous réellement compétents pour les postes qu'on donne? Parce que je ne cesse de le dire. La compétence, l'incompétence fait aujourd'hui autant de mal, sinon plus de mal, dans un pays comme le Cameroun que la corruption. C'est-à-dire que des mauvaises décisions de certains dirigeants à certains endroits nous ont fait plus de mal que le peu d'argent qu'ils ont eu dans le gombo. C'est-à-dire que lorsque vous attribuez mal un marché, quelle que soit l'enveloppe que vous avez eue, puisque vous n'allez pas produire ce pourquoi le marché a été fait, vous tuez totalement toute la filière. Et je ne cesse donc de me dire, ce n'est pas simplement un problème de corruption, ça devient un problème de voir entièrement ce qui contourne autour de la gestion des biens publics, de la gestion politique de nos pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les bonnes personnes? Parce que je pense qu'on pourrait avoir des gens corrompus, mais qui prennent des bonnes décisions et qui, au lieu de grignoter sur le capital, vont grignoter sur les bénéfices. C'est-à-dire que si on me donne une société publique à gérer et que je la fais prospérer et qu'elle donne des bénéfices, je peux détourner les bénéfices autant que je veux, mais le capital est là, le fonctionnement existe. Vous comprenez un peu? L'activité continue. Mais lorsque vous grignotez sur le capital, lorsque vous faites des magouilles sur les projets qui doivent amener à la production, quel est le résultat? À la fin, l'activité tombe, c'est le chômage, la société tombe en faillite et vous restez en fait propriétaire de quelques villas, quelques maisons. Et c'est pour ça que je dis souvent, faisons attention. Je pense qu'aujourd'hui, l'incompétence, l'obsolescence de certains de nos dirigeants commence à faire plus de problèmes, plus de mal dans notre pays que la corruption. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de Voxbook. Je vais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes expert technique agréé et assermenté en technologie de l'information et de la communication. C'est à Douala. Vous êtes également très intéressé dans la vie politique puisque vous êtes depuis 2013 sénateur suppléant dans la toute première législature du Sénat camerounais. Vous êtes l'auteur finalement de La couleur du gombo, un ouvrage de 340 pages que vous avez publié au mois de juillet. Tout à fait, mais sans oublier les autres. Il y a eu Le sorcier blanc et le maudit. On a eu Deux caïmans dans un marigot qui ont été des ouvrages à succès également. Et député de Brousse. Député de Brousse 1, en 2007. Tout à fait, c'était le premier en 2007. Et c'est pratiquement celui-là qui me fait découvrir que je peux écrire. Parce que je suis arrivé à l'écriture par l'amour de la lecture. Je lis beaucoup, je lis exagérément. Mais je n'étais pas sûr. Alors quand je fais député de Brousse et que je vois l'engouement, je vois donc le succès populaire, même mes propres collègues de l'Assemblée qui ont tous acheté les livres, presque tous les députés de la 8e législature ont acheté ces livres-là. Alors ça m'a donné la force de dire, ah tiens, donc je peux écrire. Et aujourd'hui, je pense d'ailleurs que grâce à vos critiques aussi, je m'améliore au fur et à mesure. Je vais essayer de continuer à écouter, à discuter pour améliorer
En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'être passé. Merci beaucoup et merci à Voxbook. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. Je rappelle que nos adresses restent disponibles. Vous pouvez nous joindre, comme vous avez d'ailleurs l'habitude de le faire. On se quitte comme il est de coutume avec quelques livres disponibles. Ah non, je veux dire quoi? Quelques livres nouvellement parus. Espérons nous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir. Un des piliers de ce livre se trouve dans la conception de la culture comme fondement de toute société et comme moyen de transmettre des valeurs, des traditions et des normes. Pourtant, c'est un moyen pour organiser les mécanismes qui entrent dans le développement du processus politique. La culture est une totalité complexe qui inclut des connaissances, croyances, arts, morale, lois, coutumes et autres capacités et habitudes acquis par l'homme comme étant un membre de la société. C'est la partie du contexte fait par l'homme et qui se manifeste dans les actions et artefacts, mais ne consiste ni en action ni en artefacts. Afrique et sa culture pour la démocratie, de Chrysanthos Obama Ondo, nouvellement paru aux éditions universitaires européennes. Depuis la période de la lutte pour l'indépendance jusqu'à ce jour, la politique togolaise se joue dans un face-à-face entre les nationalistes et les progrès. Ce face-à-face, non rompu depuis plus d'un demi-siècle, entre les deux courants politiques a pris la vie politique en otage. C'est le mal togolais. La solution réside dans la réappropriation de l'histoire commune qui unit les Togolais, nationalistes comme progrès, autour des gloires et des échecs partagés et dans une volonté de construire ensemble un même avenir. Le mal togolais, quelle solution? De Fulbert Sassou Atisso, nouvellement paru chez l'Harmattan. Donnez vie à votre manuscrit chez Afridi.